Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous filmer quelques lieux et légendes oubliées sur la commune de Fay, en Corrèze. Alors Fay s'écrivait aussi F-E-I-X dans le temps, et ça voulait dire Fayard. Fayard, c'est le hêtre, le pays du hêtre. Donc il y a quand même moins de hêtres que dans le temps, mais il en reste encore quelques-uns. Alors là, je me trouve dans le bourg de Fay, à l'ancien point d'eau public du bourg, avant qu'il y ait l'eau potable, au robinet. Alors au niveau de l'adduction d'eau potable, dès 1955, dans un pré de ma grand-mère qui se trouve au-dessus du bourg, il y a ce captage qui a été réalisé par mon grand-père, aidé de la commune. Alors l'eau allait chez mon grand-père, bien sûr, mais aussi à l'école et à la mairie. Et un peu plus tard, je crois qu'il l'avait raccordé aussi à l'auberge Pitre, dans le bourg de Fay, en face du monument aux morts. Alors elle a été aussi raccordée, encore plus tard, chez mon père qui habite l'ancienne maison d'école, en face de l'église. Donc voilà, je suis descendu dedans, il y a une échelle. Alors voilà, le tuyau de droite, c'est celui qui va vers la mairie et l'école, et le tuyau de gauche qui allait vers le bourg de Fay, et vers chez mes grands-parents. Alors par contre, l'eau de la ville qu'on connaît aujourd'hui a dû être faite dans les années 1973 ou 74. Parce que quand on regarde les photos aériennes de l'IGN de 1974, on devine très bien encore les traces qu'ils avaient fait pour faire les tranchées dans les champs. Donc là, je suis dans le bourg. Donc je vais monter par un petit sentier bien sympa. Il y a quelques marches au début. Donc ce sentier, on le nomme le cordon. Donc il longe le mur sud du presbytère. Il passe entre les maisons et le mur du presbytère. Donc ça doit être très ancien. Ça ressemblerait un peu à un sentier du Moyen-Âge, quoi. Ça fait 1,50 m de large, quoi. 2 mètres maxi. Donc et ça monte jusque devant le presbytère. Ça ressort sur la route qui passe devant le presbytère. Juste ici. Donc ici, derrière le presbytère, le docteur Longy signalait une tombelle, la tombelle de Fay, surmontée d'un autel druidique ou un petit dolmen. Donc cette butte faisait environ 12 à 15 mètres de long et de large et 3 mètres de hauteur. Et elle a été détruite par l'abbé Moussard, curé de Fay, vers 1850, et ils l'ont mis dans le remblai du pont de Fay. Donc le temps qu'on est vers le presbytère, le docteur Longy signale une viquerie au Xe et XIe siècle. Donc ce qui explique peut-être pourquoi il y a des grosses murailles qui font tout le tour du presbytère. Ça devait être un peu important à l'époque. Donc du coup, je filme pas le presbytère. Il est assez gros aussi, car il est toujours debout. Alors là, je suis juste devant la grille du presbytère. Il y a une espèce de pierre là sur le mur. Donc ça, c'était le socle d'une ancienne croix. Donc aujourd'hui, la croix métallique est cassée. Parce que ma grand-mère m'avait dit que le gros tilleul qui est derrière moi avait une grosse branche qui était tombée dessus.
Voilà le tilleul. Il y en a qui disent que c'est un tilleul de Sully. Alors là, je me trouve dans un pré qui s'appelait autrefois le pré des Portes. Juste à l'entrée de Fay, il y a l'église qui est tout à fait là-haut, sur la butte. Alors si je suis venu là, c'est parce que Longis signale un petit château au bourg de Fay. Alors aujourd'hui, personne ne sait où est le pré des Portes, mais j'ai trouvé ça sur le cadastre napoléonien. Alors par contre, Longis précise pas où était l'endroit de ce petit château, mais c'est Simon Louradour qui m'aurait dit qu'en fait, il était là juste au pied de cette butte, ou sur la butte. Il savait pas trop exactement, puisque là, au pied de la butte, il y avait un tas de cailloux, une espèce de pierre de démolition que j'ai enlevé moi il y a quelques années là. Effectivement, il y avait bien quelque chose. Donc ça doit être par ici. Alors là, sur la matrice cadastrale de 1818, j'ai localisé le pré des Côtes et pré des Portes. Donc c'est bien en bas de cette pente là, entre la pente et la rivière. Ça correspond. Alors sur ce document des impôts de 1747, je pense peut-être avoir trouvé pourquoi il y avait un tout petit château signalé par le docteur Longis. En fait, il s'agirait peut-être plutôt d'une maison bourgeoise. Alors il faut savoir qu'à cette époque-là, il n'y avait pas de plan cadastraux ni de numéro de parcelle. Donc il partait de l'église, il mettait des numéros, numéro 1 l'église, et ainsi de suite, en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre. Et pour localiser les parcelles, en fait, il citait ce qu'il y avait autour, les voisins qui touchaient, quoi. Alors, le numéro 1, c'était l'église. Donc là, on est sur le numéro 2. Et on peut lire une maison, une levis, masure, accourtillage et jardin confrontant, ça veut dire qui touche, ou qui est à proximité, confrontant la dite église et d'autres au chemin public, ça veut dire qu'elle touchait de l'autre côté le chemin public, donc peut-être le chemin qui arrive au bourg de Fay, d'autres la rivière, et d'autres la maison de Pierre Thomas. Alors la maison de Pierre Thomas, je ne l'ai pas trop localisée, parce qu'il manque des maisons en plus dans le bourg aujourd'hui. Alors ensuite, c'est marqué appartenant au sieur Charles Besse, donc on s'est coupé, on voit pas Besse, c'était écrit plus loin là. De Labouré, bourgeois, lui servant de logement, y tenant 2 bœufs, 2 taurins, 4 vaches, avec leur suite, 20 brebis et un cochon. Alors pour l'époque, ça fait déjà beaucoup d'animaux là, hein. Donc c'était quand même des riches. Donc ça pourrait correspondre finalement, sous toute réserve évidemment, à ce petit château là. Alors Fache-Brunet est une ancienne châtellerie mentionnée par le docteur Longis. Donc le plus vieux qu'il était remonté apparemment, c'est Aymon de Fache-Brunet qui était seigneur de Fache-Brunet en 1288. Donc toujours pareil, je filme pas parce que c'est toujours habité et toujours debout. Alors à savoir aussi que sur la commune de Fay, il y avait une forteresse qui a été détruite pendant la guerre de Cent Ans, qui s'appelle le château de Chavanon ou château des Anglais, qui se trouve sur cette méandre. Alors, pour ceux que ça intéresse, j'ai filmé les vestiges dans une autre vidéo. Il faut taper vestiges château de Chavanon, 19340 Fay, sur mon compte YouTube Pat 19340. Alors ensuite, au bourg de Fay, dans une grange, il y a une entrée de souterrain. Donc, soi-disant que c'est un souterrain refuge, mais il y a toutes les versions sur souterrain. Notamment une version comme quoi le souterrain
partait du bourg de Fay et allait jusqu'au château de Fache-Brunet. Et on y aurait trouvé à l'intérieur un jeu de quilles en or, des quilles d'1 mètre de haut. Alors d'autres versions aussi qui disent qu'il allait jusqu'à l'église, donc fort possible, puisque vers l'église il y avait un petit château dans le temps. Donc là actuellement le souterrain est éboulé à quelques mètres de l'entrée, donc on ne peut pas y accéder. Alors apparemment il y aurait des gens qui y seraient rentrés il y a environ, je sais pas, 50 ou 60 ans, qui auraient dit qu'ils auraient été jusqu'au niveau de la rivière, mais vrai ou pas vrai, je sais pas. Ma grand-mère y était rentrée avec son instituteur avec une bougie, mais quand la bougie s'éteignait, ils faisaient demi-tour, donc on ne sait pas jusqu'où c'est qu'ils allaient. Donc je peux pas filmer la grange où il y a le départ du souterrain, parce que c'est du privé. Alors du coup, j'ai eu l'autorisation de filmer l'intérieur du souterrain. Alors à savoir aussi que avant qu'il fasse la dalle dans la grange, il y avait un autre trou à 1 mètre de celui-là à peu près, qui était bouché de gravats, et ils ont fait la dalle par-dessus. Voilà, là je suis rentré dedans. Alors c'est très très étroit, très bas, tout taillé dans le tuf, en ovale, en forme d'œuf. Alors au bout de quelques mètres, on arrive à un carrefour. Donc une partie qui part à gauche et qui descend fortement, et une partie à droite qui semble partir plus vers le presbytère. Alors côté presbytère, ça part à plat, sur 3 mètres de long à peu près, et ensuite ça tourne à gauche. Donc toujours côté presbytère, on tourne à gauche sur à peu près 2 mètres de long, et après ça s'est arrêté de creuser, là ça va pas plus loin. Alors là, côté gauche du premier carrefour, on descend fortement et on se dirige de l'autre côté de la route de la gare. Le tunnel passe sous la route. Alors là, on s'approche bientôt du bout. On doit être quasiment sous la route là, maintenant. Alors un peu plus bas, ça s'arrête et après ça monte en l'air. Il y a une espèce de trou, pas gros là, au plafond. Et de l'autre côté du trou, ça continue encore un petit peu. Alors voilà, là j'ai passé la tête par le trou qui était au plafond. Et ça fait encore comme 2 galeries, une en face et une sur la droite. Donc celle de droite va pas loin du tout. C'est arrêté de creuser aussi. Et celle de gauche, enfin qui est en face, c'est éboulé là. L'éboulis il se trouve à peu près juste sous le mur de soutènement de la route de la gare de Fay. Donc moi là dans le trou je dois être en plein sous la route grosso modo. Alors voici un plan du souterrain que j'ai dessiné approximativement, hein, c'est pas à l'échelle ni rien du tout, mais ça donne une idée de comment il était fait. Et ensuite je vous mets quelques photos que ma fille a prises avec son téléphone portable. Donc voilà à peu près où s'arrête le souterrain, sous le mur de soutènement de la route de la gare de Fay, à peu près là où il y a ces 2 trous superposés. Alors pour ce qui est du souterrain dans l'église, je tenais quand même à préciser
que des grands-parents ou arrière-grands-parents de personnes de fait parlaient d'une trappe qui était sous l'autel. Mais à l'époque, il y avait un plancher en bois dans le chœur. Mais après-guerre, là, ils ont mis des tomates partout, donc il n'y a plus de trappe, il n'y a plus rien. Alors vrai, pas vrai, j'en sais rien. Alors 2-3 infos au passage. Alors là, dans les angles du mur du monument aux morts, dans chaque angle, il y a une pierre conique en granit. Donc ça, on en trouvait aussi sur les angles des maisons, ou beaucoup aussi sur les ponts. Donc ça s'appelle des chasse-roues. Donc c'était pour les roues de char à l'époque, parce que le moyeu dépassait beaucoup la bande de roulement. Et du coup, là, quand la bande de roulement métallique arrivait contre le caillou conique, ça déportait le char et ça évitait que le moyeu accroche le mur. Alors ici, sur le côté gauche de la porte de l'église, là vers les marches d'escalier, il y a un rond métallique scellé dans la pierre. Donc c'est marqué nivellement général. Alors dans ce rond, en plein milieu, là dans le trou, à l'origine, il y avait une pastille en porcelaine ou en faïence où il y avait l'altitude de gravé. Donc ça, on en retrouve sur des monuments, sur des murs de pont, sur des rochers. Alors, dans une démolition, j'ai trouvé une drôle de pierre qui était scellée jusqu'ici, toute cette partie arrière là, dans le mur, jusqu'à ras le trou. Et elle était en hauteur, à peu près à 1 mètre du sol, un peu plus. Donc apparemment ça serait un lave-mains. Parce qu'il y a une petite cuvette qui devait remplir d'eau. Et dans le trou, là, il devait mettre certainement un robinet ou une bonde, la genre de bonde qu'il y a sur les barriques en bois. Alors je dis ça parce qu'en fait, une fois j'en ai vu la même qui était scellée dans un mur au-dessus d'un évier en pierre. Donc je suppose que ça servait à ça, quoi. Alors dans le bourg-de-fée, dans le mur d'une maison, sur une pierre de taille, il y a un cœur gravé en relief avec une date gravée dans le cœur, 1796. Alors cette pierre a dû être réutilisée puisqu'elle n'est pas dans le bon sens sur le mur de la maison. Alors cette pierre se trouve sur une maison qui s'appelait dans le temps chez le Caïpha. Les plus anciens de fait sauront où elle est. Je ne peux pas la filmer parce qu'elle est privée. Alors chez le Caïpha, pourquoi? Je ne sais pas trop. Je sais qu'il y avait un petit bout de commerce dans le temps. Alors pour ce qui est du téléphone public, dans le bourg-de-fée, on avait une cabine qui ressemblait à ça. Donc celle-là, je l'ai prise sur internet parce que maintenant, celle du bourg est démontée. Alors voilà l'emplacement où était la cabine téléphonique, juste à côté de la pompe là, communale. Et alors le tout premier point de téléphone était dans l'auberge Pitre des Martys, en face du monument aux morts. Voici une photo du bourg-de-fée enneigé en 1989. Et tout à fait en bas à droite, on aperçoit l'ancienne cabine téléphonique. Alors je vais mettre quelques cartes postales du bourg, puisque sur Fée il y a beaucoup de choses à dire, mais pas beaucoup de choses à voir. Donc ça étoffera un peu. Alors sur celle-ci, il y a la liste des commerces qu'il y avait à l'époque. Alors je vais mettre 2-3 photos supplémentaires que j'ai récupérées aux archives.
Alors ça, c'était un jour de fête à fée, le 5 juin 1957. Aujourd'hui, il y a quasiment plus rien pour la fête à fée. C'est en plein milieu du bourg, là. Voici une maison ancienne du bourg qui est aujourd'hui disparue. Alors cette maison se trouve où il y a le parking devant l'église actuellement. Et ici, là, à côté de la porte, là, il y avait une petite fenêtre incrustée dans le mur avec l'ancienne boîte aux lettres des postes. Alors du coup, j'ai cherché sur Internet et j'ai trouvé une porte de boîte aux lettres qui ressemble à peu près à celle que j'ai connue. Alors, à part que celle que j'ai connue, le truc poste en haut, il y était pas, il y avait eu juste une fente, mais à mon avis, c'est qu'il était perdu. Le reste, c'était fait pareil. Donc, on voit les trois petits trous dans la porte, avec les molettes en porcelaine derrière. Alors là, dans ce rond, c'était marqué la première ou deuxième ou troisième levée de jeudi, donc c'était le jour, et fête. Et dans ce rond-là, c'était le nombre de levées par jour. Alors voilà comment était fait le dos de la porte, du côté intérieur, donc avec les trois molettes en porcelaine. Alors le facteur n'avait pas besoin de regarder dans les petits trous de l'autre côté, puisqu'il avait aussi les chiffres et les jours sur les molettes du côté intérieur. Il mettait le petit curseur à chaque fois au bon endroit et c'était bon. Alors voici une photo de 1974 où on voit bien cette maison disparue où il y avait la boîte aux lettres. On voit aussi la première maison d'école qui est toujours là aujourd'hui. Et alors sur l'église, on arrive à distinguer l'échelle en bois qui était pour aller sonner les cloches. Et on voit aussi tout à fait sur le côté une ancienne grange disparue aujourd'hui qui était à côté du cimetière. Voici une photo de 1985 où on voit très bien l'échelle en bois qui montait sur le toit de l'église. Voilà une autre photo où on voit très bien la grange qu'il y avait vers le cimetière, en haut à droite. Alors voilà l'emplacement de cette grange, il reste que d'un tas de cailloux aujourd'hui, juste à côté du cimetière, là. Donc c'est cette grange qu'on voit là sur les photos. Alors les anciens l'appelaient la grange chez la mage. Et alors moi sur les archives de l'état civil, j'ai bien retrouvé au bourg de Fée des gens qui s'appelaient mages. Alors là c'est la photo d'une ancienne grange disparue aussi, qui était à côté du presbytère. Donc cette photo date de 1976. Alors là, c'est une photo de la réalisation de la route pour aller au village de Blé, autour des années 70-72, pour le remembrement certainement. Alors ici, c'est une autre photo du bourg qu'on avait fait faire en noir et blanc, mais qui doit être quand même beaucoup plus récente que les cartes postales. Alors là, une photo de la maison de Bellevue. Donc c'est certainement la dernière maison à avoir été couverte en chaume sur la commune, puisque c'est mon grand-père qui l'avait recouverte dans les années 1981 ou 2 en chaume. Donc depuis, elle est couverte en tôle, puisque bien sûr on l'a recouverte, la chaume était morte. Et alors devant, c'est ma grand-mère avec son chien. Voici une autre photo de la maison de Bellevue, couverte en chaume, prise sous la neige en 1996. Donc là, c'est le moulin de Fée, qui était juste à côté du pont de Fée. Aujourd'hui, complètement disparu, rasé.
Alors là, c'est une photo du moulin du milieu. Alors, évidemment, sur la commune de Fay, il y avait pas mal de moulins sur les ruisseaux qui sont aujourd'hui en piteux état. Alors, j'en parlerai pas dans cette vidéo parce que j'en ai fait une rien que sur les moulins disparus de la commune de Fay. Toujours à voir sur mon compte YouTube, Pat 19340. Voici une photo de l'hôtel-restaurant du Pont du Chavanon. Donc c'est le seul commerce encore ouvert aujourd'hui sur la commune de Fay. Alors il faut pas regarder ce qu'il y a écrit en bas, Bourlastique Puy-de-Dôme, parce que ils ont mis ça parce qu'ils ont pris la photo depuis l'autre côté du Chavanon qui est dans le Puy-de-Dôme. Mais c'est bien sur la commune de Fay. Encore une photo de l'hôtel du Chavanon. Alors l'église, elle date du XIIe siècle. Mais en 1888, ils l'ont rénovée et recouverte en ardoise. Avant, c'était de la chaume. Et c'est aussi à cette date-là qu'ils ont rajouté la petite chapelle sur le côté, du côté gauche. Alors là, dans le mur de l'église, vers l'angle nord-ouest, il y a une porte qui a été bouchée, là. Alors ça, apparemment, c'était la porte des morts qu'ils appelaient. Elle donne dans le chœur. Il y avait même une petite enceinte qui était collée à l'église à cet endroit-là. On la voit sur les anciens plans, mais on la voit aussi sur le mur, là. Là où il y a la chaux. C'était l'intérieur de l'enceinte. Alors là, voilà un plan avant la rénovation de l'église. Donc, sur ce plan, on voit très bien ce petit bâtiment collé dans l'angle nord, où il y a la porte, la fameuse porte qui communiquait avec le chœur. Mais chose étonnante, on voit pas la porte de dessinée. Alors que celle de la sacristie, on la voit très bien là. Alors ensuite, là, on voit bien le toit de certainement ce petit bâtiment. Et ici, on voit le toit certainement de la sacristie. Alors voici le plan de l'église au moment de la rénovation en 1887. Donc on voit très bien l'endroit où il rajoute la chapelle. Et on voit bien cette petite construction qu'il y avait sur le côté, qui aujourd'hui n'y est plus, où il y a la porte là qui communique avec le chœur. Et alors là, c'est marqué à démolir. Et moi, j'ai trouvé dans les archives que la partie qui a été démolie, ça serait été une écurie. Ça paraît un peu bizarre, mais apparemment, ça serait ça. Alors voilà le plan de la façade avec le clocher. Donc aujourd'hui, on connaît le clocher qui est pointu. Donc on peut supposer que avant les travaux, le clocher était fait comme ça. À moins qu'il ait été remodifié par la suite. Et voilà le plan en coupe. Donc voilà pourquoi je disais que c'était une petite écurie qui était accolée à l'église, puisque ici on lit démolition de la maçonnerie, y compris le rangement au lieu indiqué, donc des gravats, petite écurie, pour tour. Et après c'est les dimensions et puis les autres travaux, quoi. Donc on pourrait supposer que ce petit enceinte c'était une écurie. Alors là, une autre page qui concerne la démolition de tout ce qu'il y avait à démolir pour rénover l'église. Donc la couverture en chaume, le bois de charpente, maçonnerie et la petite écurie qui revient. Alors voici une autre feuille qui parle de la maçonnerie qu'il y avait à faire pour réparer l'église, pour la modifier. Donc et là, ça parle de cette fameuse porte dans le chœur. Alors à mon avis, c'est le bouchage de la porte. Parce que quand on regarde le mur aujourd'hui, on s'aperçoit que le crépi à la chaux qu'il y avait dans ce petit bâtiment qui a été supprimé épouse très bien le contour de la porte. Ça veut dire que si c'était l'ouverture de la porte dont il parle, ils auraient démoli le mur plus grand pour reconstruire une porte dans le mur. Mais là, on n'aurait pas ce fameux crépi ancien du bâtiment qui épouserait les contours.
Donc pour moi, il l'aurait bouffé à cette date-là. Alors moi, ça m'étonnerait quand même qu'ils auraient fait un crépi à la chaux dans une écurie. Et en plus, pourquoi l'écurie aurait communiqué avec le cœur? Ça tient pas debout. À moins qu'ils aient confondu avec le mot curie, parce qu'une curie, ça serait un lieu de rassemblement, apparemment. Ça serait peut-être plutôt ça, je sais pas. Alors à savoir aussi que dans le temps, à l'intérieur de l'église, de chaque côté de l'allée centrale, c'était pas des bancs qu'il y avait, c'était des petites enceintes de 1 mètre de haut, fermées tout le tour, avec une porte qui donnait vers l'allée centrale, et un banc incorporé. Et alors, chaque famille avait son petit cagibi, donc il n'y en avait aucun de la même taille, par contre, et il y avait aussi des chaises. Alors ça tenait beaucoup trop de place, et ça a été remplacé par des bancs dans les années 1980. Alors pour ce qui est des cloches, avec un voisin qui a un appareil photo très puissant, on a réussi à lire un peu ce qu'il y avait sur les cloches. Donc je vais vous le mettre, mais sous toute réserve, hein. Alors là, je me trouve à une vingtaine de mètres de l'église. L'église est dans mon dos. Et là, je suis face au calvaire qu'on appelle. Donc c'est une croix métallique avec le Christ. Alors pour ce qui est du cimetière, le docteur Longy le signale à cet emplacement actuel. Et quand il a écrit son livre en 1893, il marque que le cimetière est fort ancien. Donc ça veut dire qu'il a été déplacé bien avant cette date, alors que pourtant c'est à peu près à la date où il a écrit son livre que les cimetières avaient été désolidarisés des églises. Donc celui-ci aurait été désolidarisé bien avant. Alors du coup, j'ai recherché aux archives et j'ai trouvé le plan du cimetière. Alors c'est un plan de 1877. Alors en fait, à cette date-là, il y avait des papiers avec et il a été rénové ou remanié à cette date-là. Et c'est aussi à ce moment-là qu'ils auraient construit le mur qui fait le tour du cimetière. Alors ici, presque dans le milieu du cimetière, on voit un gros truc carré là. Alors là, c'est marqué famille Montcorrier. Donc c'était des juges de la paix qui étaient à Fache-Brunet, Montcorrier du Léry. Et alors cette tombe n'existe plus aujourd'hui car il y avait des grosses grilles qui faisaient tout le tour, qui étaient très hautes et très lourdes et qui menaçaient de tomber puisque la tombe n'était plus entretenue, il ne doit plus y avoir de famille. Donc ça a été démonté à peu près dans les années 80 par la mairie. Donc voilà le plan en coupe du mur du cimetière. Il n'est pas fait comme on le connaît aujourd'hui. Là, il y avait un chapeau en tuile apparemment. Mais j'ai retrouvé dans les papiers des archives qu'en 1912, ils avaient refait des travaux sur le mur. Et c'est là qu'ils ont posé les pierres de Volvic qui couvrent le mur encore actuellement aujourd'hui. Alors là, dans le cimetière, il y a 2 pierres tombales qui sont dos à dos. Alors avant, elles étaient séparées. C'était 2 tombes séparées qui étaient tombées et la commune les a remis dos à dos pour qu'elles tiennent mieux. Alors ça, c'est des pierres tombales d'anciens curés de Fée. Alors la plus grande des 2 pierres tombales correspond à Pierre Moussard. Donc ça, c'était le curé qui avait baptisé les 2 cloches de l'église. Et alors celle du dos, c'est un autre curé qui lui a succédé,
mais pas directement. Il y en a eu autres deux entre, je crois. Alors en faisant des recherches aux archives, je pense avoir trouvé la raison pour laquelle le docteur Longy écrivait que ce cimetière était fort ancien. Alors ça, c'est un document de 1747, donc c'était ce qui servait pour les impôts à l'époque. Et là, on arrive à lire donc la cimetière, donc je pense que c'est le cimetière de la dite paroisse confrontant au susdit chemin de trois parts, c'est-à-dire qui touchait le chemin de trois côtés, comme là où il est actuellement, et à la terre de Étienne Besse. Donc ça serait le champ qui est en haut du cimetière. Apparemment, ça correspondrait bien au cimetière, si je me trompe pas, quoi. Et alors après, on lit appartenant à la cure. Donc la cure, c'était l'église, quoi. Et ensuite, c'est la contenance qui est marquée. De la contenance de 23 perches demi, si estimé. Alors là, sur cette ancienne photo du 18 décembre 1972, au premier plan, il y a la pompe. Ensuite, ici, c'est l'ancienne maison des notaires. Et là, on aperçoit un toit de chaume avec une cheminée. Aujourd'hui, c'est une ruine. Donc ça, c'était un ancien fournil, le fournil de chez Constanti qu'on appelle, à côté du grand tilleul, là, qui est en face du presbytère qui se trouve par là. Alors là, dans un mur de soutènement, dans le bourg de Fay, le long de la route qui va à la gare, il y a une pierre avec une date, 1858. Alors attention, ce n'est pas la date où le mur a été refait, parce que je connais le maçon qui l'a refait, et il m'a dit qu'il prenait les pierres dans une vieille grange démolie qui avait brûlé vers le pont de Fay. Donc ça, c'est la clé de voûte de la porte de l'étable de l'ancienne grange. Et alors là, un peu plus sur la droite, on voit même un morceau de la voûte qui est cassé là, qu'il a mis dans le mur aussi. Alors voilà la photo de cette fameuse grange où il y avait cette clé de voûte à l'étable, juste après l'incendie. C'était une grange qui allait avec le moulin qu'il y avait au pont de Fay. Donc voilà l'emplacement actuel où il y avait cette grange qui avait brûlé. Donc en haut du mur, il y a la route. Elle était contre le mur là. Et de l'autre côté, il y a une petite cabane qui reste encore aujourd'hui, qui était beaucoup plus haute que ça à l'époque, qui servait de maison d'habitation. Et en face, il y avait le moulin là, vers la barrière métallique au fond. Alors l'école de Fay, qui maintenant sert de mairie, salle polyvalente et logement. Alors elle a été fondée en 1837, mais c'était pas ici l'école, c'était dans une maison d'école, donc une maison qui est face à l'église, et dont le premier instituteur a été Monsieur Antoine Barrier, un ancêtre direct de ma grand-mère. Et alors cette école-là a été construite en 1883. Et elle a fermé en 1971. Alors voilà quelques plans de l'école de Fay, datés du 20 juillet 1880. Voici l'ancienne maison d'école, prise vers 1980. Alors pour ce qui est de la mairie, donc quand la nouvelle école avait été construite, la mairie était à l'intérieur, mais dans les années 80,
ils avaient fait la mairie ici, là, où il y a la salle des fêtes actuelle. Alors du coup, depuis qu'il y a la nouvelle salle des fêtes, la mairie est revenue ici, dans l'ancien bâtiment. Mais par contre, la maison commune qu'il y avait depuis la Révolution jusqu'à cette nouvelle école et mairie, je sais pas du tout où ça pouvait être. Aucune idée. Alors j'ai réussi à retrouver une photo de la mairie qui était construite dans les années 1980, qui est collée à l'ancienne école, là, sur la droite. Donc cette mairie était faite à la place d'un ancien préau. Alors ici on se trouve dans un pré. Donc il y a une fontaine qui s'appelle la fontaine Saint-Clair. À l'époque il y avait une procession qui partait de l'église et qui venait vénérer Saint-Clair pour lui demander le beau temps, premier dimanche de juin. Et l'eau pouvait aussi soigner les maux des yeux. Donc elle a été habillée avec une buse pour la protéger des vaches, pour pas qu'elle s'abîme. Mais à l'intérieur, elle est bâtie en granit. Les pierres sont taillées en arrondi, sauf sur le côté là ici où il manquait un granit et il a été rajouté un silex. Mais bon, moi je l'ai toujours vu comme ça, avec le silex. Donc voilà, on voit bien qu'elle est toute ronde. Elle doit être très vieille aussi. Alors chez mes grands-parents, dans le temps, quand ils n'avaient pas encore l'eau au robinet, ils n'avaient pas de puits non plus et ils étaient pas loin là, de la fontaine Saint-Clair. Donc ils venaient chercher de l'eau là pour boire. Alors voici une photo de la fontaine Saint-Clair, un jour de procession, le 3 juin 1980. Donc la fontaine est ici. Donc c'était décoré avec des genévriers. Et on amenait Saint-Clair là, il y avait 4 porteurs pour amener Saint-Clair jusqu'à la fontaine. Alors là, je me trouve sur la route qui va de Fay à La Roche-Préfet. Donc au premier virage qu'on trouve quand on a passé le cimetière. Alors ici, ce lieu s'appelle Les Fontaines. Parce que là, dans le Roncier à côté, là, dans le temps, il y avait un petit réservoir pour tenir de l'eau. Il y a une petite source. Alors c'est ici que le forgeron du bourg de Fay venait mettre les cercles en ferraille là sur ses roues. Puisqu'il fallait chauffer le cercle pour qu'il se dilate. Et ensuite, il fallait le mettre sur la roue et vite mettre la roue dans l'eau pour pas que le bois brûle. Donc c'est ici, dans ce petit réservoir, qu'il venait le faire. Voici une photo de la fête des voisins du 22 août 1977 qui a été prise dans cette forge du bourg de Fay. Alors depuis, les soufflets ont été démontés et vendus, il n'y a plus rien. Alors là, je suis au bord de la route qui monte au Chazanneau. Alors côté gauche, quand on monte, là dans le pré, là c'est ici que le forgeron était avant d'être dans le bourg de Fay. Il y avait une ruine, là c'est moi qui l'ai enlevé. D'ailleurs, j'avais retrouvé une porte de four à pain et une crémaillère. Alors attention, aujourd'hui, à droite, quand on monte, il y a encore une maison au bord de la route. Mais ça correspond pas, parce que la route a été déplacée pour le remembrement. Avant, la route passait dans le pré, là. Et forcément, la forge était aussi sur la droite, mais de l'ancienne route. Donc aujourd'hui, en fait, la forge serait entre l'ancienne route et la nouvelle, quoi. Alors sur les cartes d'état-major, cette forge était ici dans le temps. Alors aujourd'hui, le chemin doit faire un peu comme ça, là, puisque elle serait de l'autre côté aujourd'hui du chemin actuel. Et alors là, c'était les domaines. Alors qu'aujourd'hui, le Chazanneau est ici. Mais les anciens disaient que dans le temps, le Chazanneau, c'était où il y a cette forge, justement. Alors sur la carte de Cassini, qui date dans les années 1700,
il n'y a même pas les domaines ni le Chazanneau. Il n'y a rien. Et le bourg de Fay est ici, là. Alors dans un petit livre de Marius Vazeille, il a marqué qu'il avait retrouvé un petit moulin à bras en basalte bulbeux qui s'appelle le Cabillus, et aussi des restes de tuiles romaines. Et tout ça dans la villa de Fay. Alors je sais pas où est la villa de Fay. Marius Vazeille dit que ça se trouve près du bourg de Fay. Il n'a pas mis d'autres précisions. Mais par contre, Simon Louradour marque dans son livre que c'était au Foucounet. Donc je sais pas bien à quel endroit ça se situe. Du coup, j'en sais rien. Alors à savoir aussi que le Foucounet tiendrait son nom d'une ancienne fauconnerie. Alors là, je me trouve dans un champ qui se situe entre le bourg de Fay et le Foucounet de l'autre côté. Donc c'est tout un plateau où les anciens disaient que c'était le grenier du canton des Gurandes. C'est-à-dire que c'était des bonnes terres à blé, quoi. Alors le Labouret, au XVIe et XVIIe siècle, appartenait à une famille de nobles, la famille Valette. En 1641, un certain François Valette, qui était procureur du roi, a vendu le Labouret à François Besse de Mémont, qui était aussi un noble. C'était le neveu du prédicateur du roi Louis XIII. Alors ici, je suis sur le Chavanon. Donc il y a une passerelle pour traverser un pylône EDF métallique qui a été mis en travers. Donc on est juste à la jonction du ruisseau de Piche qui arrive ici et qui se jette dans le Chavanon. Et alors 30 à 40 mètres plus haut en amont, il y a des piliers. Donc cette passerelle, c'est une passerelle moderne, on va dire. Elle ne se trouve pas sur d'anciens piliers. Alors là, en amont de la passerelle, là-bas, par contre, on voit des anciens piliers. Un en face, qu'on voit pas trop bien là. Mais celui qui est à côté de moi, on le voit très très bien. Alors par contre, il a été restauré sûrement il n'y a pas très longtemps, puisqu'il y a du ciment carrément là. C'est pas de la chaux, c'est du ciment. Donc là, il devait y avoir une passerelle avant. Donc là, je sais pas de quand ça date, parce qu'on serait pas forcément sur une voie antique, enfin ancienne. C'est sûrement pas non plus la voie romaine, puisqu'on est plus haut que le ruisseau de Piche. Alors voilà l'emplacement de cette passerelle. Alors donc il y a un chemin qui descend de l'Arfouillère. Et ça c'est le ruisseau de Piche. Donc on est ici, là, juste avant le ruisseau de Piche. Bon, on n'y retrouve pas de l'autre côté par contre. Donc ça c'est une carte de 1950. Donc ici je me trouve à un lieu-dit appelé Les Prades. Il y a un poteau en ciment qui a été mis récemment. Mais on se trouve sur une voie antique. Alors quand je dis antique, c'est pas de l'antiquité forcément, c'est-à-dire ancienne, que je retrouve sur les cartes d'état-major ou sur les plans de 1818 du cadastre napoléonien. Donc cette passerelle, elle a été mise là au pif parce qu'il n'y a pas d'anciens piliers comme par endroit. Là, j'en ai pas trouvé sur la rivière. Donc c'était une voie qui allait de Fache-Brunet au domaine, sur la commune de Fay. Donc c'est le ruisseau de Fay qui coule dessous. Alors actuellement, le passage à gué se fait plus en aval de la passerelle, une dizaine de mètres en aval ici. Donc voici ce passage des Prades sur les cartes d'état-major. Donc là je me trouve sur le ruisseau de Fay, à la passerelle entre Blé et la Maisonnette, sur la commune de Fay. Donc
Là, apparemment, il y avait encore une voie antique qui passait. Donc cette passerelle n'est pas sur des anciens plots. Donc je ne sais pas si elle est à son emplacement initial. En tout cas, juste derrière, 5 mètres en amont, il y a le passage à gué actuel du chemin actuel. Alors voici le passage de blé sur les cartes d'état-major. Alors là, je me trouve sur un passage à gué, sur un chemin qui existe encore aujourd'hui sur le cadastre, mais qui existait aussi en 1818. Donc, ce chemin traverse le ruisseau de Fay, à peu près par ici, là. Et alors, il va de Fache-Brunet vers la Maisonnette. Alors, ce chemin se trouve entre la passerelle des Prades et la passerelle de Blé. Alors, voilà ce passage à gué sur les plans de 1818. C'est ici. Donc ici, je suis sur le ruisseau de Fay, au moulin du milieu, juste à côté, sur le passage à gué qu'il y avait avant le pont actuel, qui est juste à côté, et le petit pont du bief du moulin. Alors voilà le passage à gué du moulin du milieu, ici, sur le cadastre napoléonien. Alors ici, je me trouve sur le ruisseau de Fay, sur un passage à gué qu'il y avait entre le Brassé et Fontvieille, sur les voies antiques, sur les cartes d'état-major. Donc il n'y a pas de passerelle, pas de pilier de passerelle apparemment, mais la rivière est peu profonde avec des cailloux. Donc ça correspond puisqu'ailleurs elle est quand même assez profonde. Et en plus, quand on regarde là à côté, on voit comme un chemin qui s'en va avec un petit fossé de chaque côté. Donc c'était bien le passage ici. Alors voilà ce passage à gué, ici juste en face de la frontière Aigurande Fay, qui traversait, qui venait de vers Aigurande, et après il se séparait en deux, un qui allait vers le Brassé et un qui allait vers les Arrêts. Alors là, 40 à 50 mètres plus haut, il devait y avoir une passerelle, puisque j'ai retrouvé des rochers de chaque côté là de la rivière, face à face. Ça correspondrait bien pour faire une passerelle. Et là, on se trouve pile poil entre la limite Fay et Gurande, là, en face, de l'autre côté de la rivière. C'est la frontière, là, entre les deux communes. Alors ici, toujours sur le ruisseau de Fay, encore plus en amont, un autre passage. Passage à gué, certainement. Puisque du côté Aigurande, là où il y a les arbres, là, sur les cartes d'état-major, il y a un chemin qui arrive jusque là. Donc certainement que ça traversait ici. Après, sur les cartes d'état-major, on ne le retrouve pas de l'autre côté, mais c'est sûrement un passage. Donc voilà ce passage à gué que j'ai filmé. Ça doit être ce chemin qui arrivait jusque là. Donc on le retrouve pas de l'autre côté, mais s'il y a les pierres plates dans la rivière, c'est bien qu'elles servaient pour traverser, certainement. Hein. Alors ici, sur le ruisseau de Fay, donc un passage à gué entre le Brassé et Bigoulette. Donc là, par contre, je suis pas sûr et certain que ce soit pile poil ici. Ça peut être à 30 mètres au-dessus ou en dessous. Moi ici ça me paraît bien parce que c'est là que les berges sont le moins hautes, que le fond est dur, qu'il y a des cailloux. Mais par rapport aux cartes d'état-major, on n'est pas tout à fait pile poil. Par contre, par rapport à la forme de la rivière, des méandres, ça correspondrait plutôt.
Alors voilà ce passage à gué entre Bigoulette et le Brasset. Le chemin arrive de Bigoulette, il traverse ici. Bon, on le retrouve pas de l'autre côté, mais s'il allait jusque à la rivière, c'est bien qu'il doit traverser. Alors, il y a une petite histoire sur ces passages à gué. Donc, quand on est au Brasset et qu'on va jusqu'au bout du village, la dernière ferme, avant de partir sur les Barlots, est surnommée Planche. Alors ça, c'est parce que, en fait, quand ils allaient à Aigurande, à l'époque, ils étaient à pied et ils traversaient par ces passerelles, soit en bois, soit sur ces pierres plates posées dans la rivière, qui s'appelaient apparemment aussi des planches à l'époque. Et quand ils arrivaient à Aigurande, les gens leur disaient « Salut les gars de planche ». Donc le surnom viendrait de ça, là. Donc là, je me trouve sur le ruisseau de Fée, 100 mètres à peu près en aval du moulin du Roucher. Donc une ancienne passerelle donc qui permettait de traverser de la Mazerette au moulin du Roucher. Donc il reste encore quelques poutres. Il y a des poteaux en ciment et surtout on voit les anciens piliers en pierre sèche comme d'habitude. Alors là, voilà le fameux pont en bois que je viens de filmer, là, au moulin du Roucher, avec le moulin en face. Alors quand on est à ce pont, apparemment sur les cartes d'état-major, il y aurait deux passages à gué, un plus haut que le pont et un plus bas. Donc il y en a un qui est juste au-dessus là au centre, là, donc à peu près 15 mètres au-dessus. Alors ici, 30 à 40 mètres plus bas que le pont qu'on aperçoit au centre, il y aurait aussi comme un autre passage à gué là. Ça y ressemble fortement. Ces pierres alignées dans la rivière, là, des grosses pierres. L'eau peu profonde comme d'habitude. Mais apparemment, ça serait pas celui qui est sur les cartes d'état-major. Il est encore plus bas. Donc voilà, ici plus bas, donc il y a un deuxième passage à gué avec une passerelle moderne qui n'est pas mise sur des anciens piliers. Donc le passage à gué est un tout petit peu plus bas là, actuellement. Mais par contre, sur les cartes d'état-major, moi ça me dirait qu'il est 10 mètres au-dessus de la passerelle, là au centre. Et j'ai même eu confirmation de quelqu'un, comme quoi à cet endroit-là, il y avait même eu un pont en bois avec les charrettes qui passaient dessus. Donc on voit bien l'ancien chemin qui arrive là au centre, qui arrive depuis la Mazerette. Et après, du côté du Roucher, on arrive à le deviner là entre les rochers qui s'en va. Alors voilà ces deux passerelles sur la carte d'état-major. Donc celle qui est le plus en aval du moulin du Roucher, ici. Et ici, celle qui est en face du moulin. Le moulin est là, c'est ces petits carrés rouges là. Alors là, quand on est à cette voie antique qui passe au pied de cette éboulis de rocher là, celle qui est le plus bas par rapport au moulin du Roucher, donc là, on se trouverait à côté du Rocher des Seigneurs. Alors donc, le Rocher des Seigneurs, il y aurait le banc et la table. Donc le banc, il faut prendre un petit peu l'ancienne voie antique là, longer ce rocher qui est sur le côté là. Donc là, il y a bien un espèce de rocher un peu bizarre, mais apparemment c'est pas celui-là. Ça serait l'autre qui est en haut là.
Donc je vais y monter. Donc voilà, ça serait celui-là, le banc des seigneurs. D'après une personne qui tient ça de son grand-père. Une personne qui habite au Rocher. Alors toujours quand on est en bas du rocher, là, de là où on est parti tout à l'heure, alors sur la gauche, il y aurait la table. Enfin, je suppose que c'est là, mais la personne n'a pas su me dire. Il avait qu'entendu parler du banc, lui. Donc ça serait ce rocher assez plat là et assez épais. Là on voit bien l'épaisseur là, qui est en banlève. Alors pourquoi il est en banlève? Parce que la légende dit quand même que quand Gargantua a traversé le Limousin, il avait posé un pied par ici et il a accroché la table, il l'a fait tomber. Alors là je suis monté en haut de la table qui est sous la branche de l'arbre. Et donc juste derrière moi, il y en a un autre rocher là qui ressemble bien à un beau petit banc là. Ça fait bien une belle assise là. Alors pourquoi la table et le banc des seigneurs, ça je l'ignore. Parce que dans le coin il n'y avait pas de seigneur apparemment. C'est une légende qui date de savoir quand. Hein. Donc là je suis toujours sur le ruisseau de Fée, juste à l'entrée du bourg, à 20-30 mètres en amont du pont de Fée. Donc là je sais pas comment je vais appeler ça, mais on va dire que c'était l'espace des lavandières. Parce qu'il y a plusieurs pierres pour laver. Donc il y en a une ici. Voilà. Donc ça c'était les machines à laver de dans le temps. Et après les autres sont plus en allant vers le pont. En voilà une autre. Donc elle s'agenouillait sur cette pierre et elle frottait le linge sur cette pierre en pente qui baignait dans l'eau là. Et en général, il faisait un barrage pour faire monter l'eau là. Et alors il y en a une troisième là qui se trouve ici. Et alors par ici aussi, il devait se trouver un passage à gué avant qu'il y ait le pont. Alors toujours à propos des lavandières, apparemment il y avait des gens du bourg qui venaient laver du linge dans cette petite source là dans un pré, parce que soi-disant qu'elle ne gelait pas l'hiver. Et ils préféraient venir là l'hiver parce qu'ils la trouvaient moins froide qu'à la rivière. Alors là je suis sur la Musette, sur un ancien passage à gué, qui se trouve tout près du moulin des Allies. Le moulin est juste en face là. Et alors ce passage à gué remplaçait un pont là qu'ils ont fait plus tard, qui se trouve ici là, au centre, derrière les branches. Donc ce passage à gué servait pour passer du moulin des Allies vers le Malcornet sur la commune de La Roche. Donc voilà le pont actuel qui a remplacé le passage à gué. Et là, quand on est sur ce pont, on est pile poil à la frontière entre la commune de Fée et de La Roche-Préfet, là. Donc voilà ce passage à gué sur les cartes de 1950. Donc on voit le chemin qui arrive du Labouret, avec le moulin des Allies ici. Ça traverse la rivière et ça remonte ici. Alors le pont de Fée actuel a été construit en 1966 et il y avait Jacques Chirac à l'inauguration du pont. Donc on peut supposer qu'avant ce pont, donc il y avait le pont en bois puisque les gens l'ont connu,
qui a été construit vers 1850, puisque Longis a dit que le tumulus était dans le remblai. Alors voilà une photo qui date du 2 novembre 1964. Donc c'est le fameux pont de Fay en bois qui commençait à être malade avant qu'il le refasse. Alors voilà une photo prise du même endroit, mais du 6 octobre 1965. Ils avaient attaqué à faire les coffrages pour le nouveau pont. Alors là, le pont commençait à prendre forme. Et voilà le nouveau pont fraîchement fini, prêt pour l'inauguration. Voici une photo du jour de l'inauguration du pont de Fay, avec Chirac qui se trouve vers la droite et à gauche l'ancien maire de Fay de l'époque. Voici une deuxième photo, le même jour, toujours Chirac en arrière-plan. Donc là, Chirac n'était pas encore député de la Corrèze. Il était apparemment en campagne. Alors là, une troisième photo où il s'apprête à couper le ruban pour l'inauguration. Et une quatrième photo où le ruban est coupé. Donc là, c'est vers le pont de Fay. Alors là, ils étaient en train de remonter du pont, de revenir dans le bourg. Alors voilà l'emplacement du pont de Fay sur le cadastre de 1818. Alors, est-ce que c'était un passage à gué ou est-ce qu'il y avait déjà une petite passerelle? Parce qu'on voit que ça fait des petits traits, là. Donc, il se peut bien qu'il y avait déjà quelque chose pour traverser. Alors, sur le livre du docteur Longis, c'est la plus ancienne trace que j'ai pu retrouver qui parle du pont de Fay. Donc, c'était le 29 novembre 1630. Donc, François de Lissa, accompagné de quelques soldats, descendait de Fache-Brunet après avoir franchi le pont de Fay. Donc on peut supposer qu'il y avait déjà un pont à cette date-là. Donc je vous fais pas part de cette histoire parce qu'elle est un peu longue. Alors là, je me trouve à la naissance du ruisseau de Fay, à peu près à 550 mètres en aval de Puyloubec, sur la commune d'Aigurande. Je suis aussi sur la limite entre la Creuse et la Corrèze. Alors sur le lieu de la naissance du ruisseau de Fay, tout le monde n'est pas d'accord. Si vous regardez les cartes IGN d'aujourd'hui ou alors sur internet, ça dit qu'il naît sur la Mazirotte, à 800 mètres d'altitude. Alors sur le livre du docteur Longis, il précise que le ruisseau de Fay naît de la rencontre de trois ruisseaux. Le ruisseau de Bong, de chez Boucher, qui viennent bien de la Mazirotte, qui rencontre ensuite celui de Egerolles, sur la commune d'Aigurande. Donc je ne sais pas qui a raison ou qui a tort là. Il y a aussi le fait que sur les plans cadastraux d'aujourd'hui, le ruisseau qui arrive de gauche là, c'est le ruisseau d'Egerolles jusqu'ici. Et le ruisseau de Fay démarque à partir de là. Donc moi je reste sur le cadastre qui est quand même un truc administratif valable normalement. Alors là je me trouve sur la commune de La Roche-Préfet, entre Trémoline et La Roche, un petit peu plus en aval quand même. Et c'est ici que le ruisseau de Fay perd son nom, quand il se jette à cet endroit-là dans la Musette. Alors là, je suis à un lieu-dit qui s'appelle La Maisonnette. Donc, ce lieu s'appelle comme ça parce qu'il y a une toute petite maison qui avait été construite par un curé de Fay qui s'appelait l'abbé Chavegnac, qui a été curé de Fay en 1883. Donc, elle n'est pas signalée sur le livre de Longis
parce que c'est à peu près, elle a dû être faite à l'époque où il a arrêté de faire son livre. Ou un peu plus tard. Aujourd'hui, elle est en train de disparaître. Alors là, je me trouve sur la route des Bois qu'on appelle. C'est une petite route communale qui va de Fay jusqu'à Verrières. Alors pourquoi je suis venu ici? Parce que dans le temps, là, il y avait un menhir qui s'appelait le Pialou, que le Bull a enterré quand ils ont refait la route. Alors ce Pialou marquait la limite entre les trois communes de Fay, Aigurande et Monestier-Merline, qui se trouve à peu près à l'embranchement de ce petit chemin là. Donc le Pialou devait être par ici, là certainement, quelque part par là. Alors ce menhir, dans le temps, il marquait aussi la limite entre deux vicomtés. Et alors sur les plans cadastraux d'aujourd'hui, le bois qui est là à gauche porte encore le nom du Pialou. Donc le caillou n'est plus là, mais le nom est resté. Donc voilà sur Géoportail, la limite entre les trois communes, c'est ici là. Donc ça devait être par ici que le Pialou était. Et on voit très bien là que ça s'appelle encore le Pialou. Alors voici une photo du fameux Pialou que j'ai pris sur un livre de Simon Louradour. Alors Verrières, c'est le plus gros village de la commune de Fay. Mais attention parce que le village de Verrières est coupé en deux. Il y a une partie sur Fay et une partie sur Monestier-Merline. Alors c'est pour ça que dans le village de Verrières, on trouve des panneaux marqués Verrières de Fay, et à ne pas confondre avec Verrières la commune, qui se trouve vers Ussel, elle. Alors à Verrières de Fay, Simon Louradour signale qu'ils avaient retrouvé des restes de meules de moulin à bras, mais je ne sais pas où c'est. Alors on pourrait supposer que Verrières tient son nom d'une ancienne verrerie qu'il y avait vers 1750. Mais d'après le docteur Longy, le nom de Verrières existait avant la verrerie. Alors apparemment, d'après le docteur Longy, cette verrerie n'était pas sur la commune de Fay. Elle était plutôt sur Verrières de Monestier-Merline. Donc là, je me trouve sur un chemin qui va de Verrières jusqu'à des parcelles au bord du Chavanon. Et à cet endroit-là, il y a la voie romaine qui traversait le chemin. Donc voilà, sur le côté gauche du chemin, quand on descend, il y a un picto là qui explique la voie romaine. Donc dans ce bois, on la voit très très bien. Donc avec un fossé de chaque côté et la butte en plein milieu. Parce que les Romains faisaient souvent des buttes, contrairement aux Gaulois qui creusaient des trous. Donc là, je suis descendu au fond d'un fossé et on voit bien la butte sur le côté. Donc cette voie romaine s'appelle aussi la voie claudienne, parce qu'en fait, elle aurait débuté, voire construite entièrement, sous le règne de Tiberius Drusus Claudius, qui régnait à Lyon à l'époque. Donc cette voie reliait Lyon à Bordeaux. Et alors il a régné de l'an 41 à l'an 54 de notre ère. Donc ça remonte quand même à vieux. Hein. Donc d'après le docteur Longy, jusqu'en 1822, c'était la seule voie à peu près praticable du canton d'Aigurande. Alors ici, pour s'enfoncer dans les gorges du Chavanon, je pense qu'ils avaient creusé là pour diminuer la pente, comme c'est expliqué sur le panneau là qui est plus bas.
Alors là, après ce virage, on retombe sur le chemin actuel qui descend de là-haut, le chemin qu'on a vu là-haut au départ. Et ensuite, je pense qu'elle se prolonge en suivant le chemin actuel qui descend vers les prés là qui bordent le Chavanon. Alors voilà, quand on arrive tout à fait au bout du chemin, là, vers un pré, enfin il y a un autre petit bout de chemin sur le côté, mais... Donc là, il y a un autre picto pour expliquer qu'elle tournait vers la droite, apparemment. Donc sur ce panneau, il est très bien expliqué que, en fait, il creusait les versants des vallées pour faire moins de pente et ils faisaient des grosses tranchées. Ils n'avaient pas peur de travailler dans le temps. Alors une fois qu'on rentre dans le pré, après ce panneau-là, on ne sait pas trop où elle allait. Le panneau indique qu'elle tournait sur la droite. Donc ça serait peut-être ici, là. Et après, elle suivrait un peu la haie qui descend là entre les deux packages. Mais c'est pas bien net, hein. Alors 30 mètres plus bas, dans le pré, ça fait comme une bosse là. Ça aurait pu être là aussi qu'elle passait, je sais pas bien. On n'y voit pas trop sur l'image là. Vu d'en bas, on la voit peut-être un peu mieux la bosse. À moins que elle passait dans le creux là, entre les deux bosses, que la tranchée qu'ils avaient fait là qui descend dans le bois se prolongeait ici dans le pré pour aller rejoindre la haie ici là. Je sais pas trop, hein. Alors quand on suit la haie pour descendre jusqu'au Chavanon, c'est là que le terrain est le plus porteur. De toute façon, ça fait une légère butte tout du long. Et de chaque côté, c'est quand même plus humide avec des rigoles, des joncs. Donc je pense qu'ils auraient quand même suivi le meilleur terrain, quoi. Les Romains étaient quand même assez malins. Alors encore plus bas, en descendant le long de la haie, côté gauche toujours, ça fait encore une autre bosse là. Apparemment, elle aurait suivi un peu cette haie là. Alors du coup, moi ça m'amènerait peut-être à peu près par ici, pour le passage à gué de la voie romaine, sur le Chavanon, parce qu'il est très large, très peu profond à cet endroit-là. Les berges sont pas trop hautes non plus. Et d'autant plus qu'en face, sur l'autre versant côté du Puy-de-Dôme, il y aurait une tranchée encore pour casser la pente là qu'ils avaient fait. Donc à 30 mètres près, d'un côté ou de l'autre, ça serait bien à peu près par ici, hein. Alors le docteur Longy il précisait dans son livre qu'elle franchissait le Chavanon 200 mètres en aval du ruisseau de Piche. Alors là, moi je suis plutôt à 300 mètres. Alors je sais pas du tout qui a raison. À 200 mètres du ruisseau de Piche, je trouve que les berges sont quand même assez hautes et le lit de la rivière est profond. Alors moi j'avais lu autre part que en fait les spécialistes n'étaient pas d'accord à l'époque sur l'endroit du franchissement du Chavanon. Donc moi du coup je vais avoir un peu de mal aussi à trouver, hein. Voilà ce que ça donne à 200 mètres du ruisseau de Piche à peu près. C'est quand même plus profond. Les berges sont instables. Au milieu là il y a une île avec un autre bras du Chavanon qui passe de l'autre côté. Quand on est sur l'île, on voit que le Chavanon il s'est déplacé à plusieurs reprises puisqu'il y a des trous partout. Je me demande si c'est par là qu'elle traversait, hein. Donc voilà ce qu'on trouve quand on a franchi le Chavanon et qu'on remonte sur l'autre pente du côté du Puy-de-Dôme. On voit très bien qu'il a été creusé une échancrure. Ça me paraît pas être naturel cette vallée là, puisque de ce côté c'est le terrain naturel, mais de ce côté, à droite quand on monte, ça paraît quand même être une butte de terre rapportée. Alors un autre endroit où on voit bien la voie romaine sur la commune de Fay,
C'est quand on s'approche de l'entrée du village de Verrières, en revenant du Chavanon. Donc ça fait une belle bosse là aussi. On la voit très très bien. Alors là je me trouve à l'entrée de Verrières, quand on arrive de Puyfet. Et ça doit être à peu près par ici que la voie romaine franchissait la frontière entre la commune de Fay et de Monestier-Merline. Derrière cette haie, par là. Alors ici sur Géoportail, on arrive à deviner un petit peu cette voie romaine, je pense que c'est elle. Donc ici, là, cette zone un peu plus claire. Ensuite, ça traverse ici, donc là on la voit pas, mais sur le terrain on la voit. Ensuite, là on arrive à retrouver cette zone un peu plus claire ici. Et ça avait l'air de se diriger vers ici. Alors j'ai essayé de remettre sur la photo aérienne d'aujourd'hui la carte de la voie romaine qui traverse la commune de Fay. Alors avec mon téléphone, j'ai pris 55 points GPS en suivant la voie romaine à pied et je les ai reportés sur Géoportail pour essayer de faire le tracé au plus juste. Alors les zones qui sont en mauve là, c'est les zones où je suis pas certain de l'emplacement puisque elles se marquent pas sur le terrain. Alors en fait, là c'est côté Chavanon, donc après c'est direction Bourlastic. Et ici là, c'est la limite entre Fay et Monestier-Merline. Après ça part sur Monestier-Merline. Et ici c'est Verrières, là, le village de Verrières. Alors voilà ce que ça donne sur la carte IGN. Alors je vais montrer les zones plus foncées où je suis pas certain, c'est-à-dire cette partie, après cette partie-là et cette partie-là. Parce que sur l'image, ça ressort pas. Alors la commune de Fay est traversée par la route D1089, qui avant était la RN 89. Donc elle traverse depuis Verrières jusqu'au pont du Chavanon, qui fait la limite entre l'Auvergne et la Corrèze. Alors ce tronçon de route a été ouvert en 1822-24. Alors là on voit sur les plans de 1818 qu'avant qu'ils ouvrent le tronçon qu'ils ont ouvert en 1822-24, il y avait déjà une route qui descendait jusqu'au Chavanon et qui traversait là. Un peu en amont d'où il y a le pont actuel. Le pont actuel est ici. Et on arrive à deviner en pointillé, là, le tracé qu'on connaît aujourd'hui, qu'ils avaient dessiné sur cette carte. Alors, au bord de la D1089, juste à la sortie de Verrières en direction Clermont-Ferrand, il y a une stèle, là, au bord de la route. Donc, cette stèle est pour honorer les morts qu'il y avait eu pendant la guerre que les Allemands avaient tués. Alors toujours un peu plus bas en descendant au bord de la D1089, il y a une autre stèle là, pour rendre hommage à une personne qui était tombée sous le feu des Allemands. Alors là au pont du Chavanon, il y a une ancienne borne de la RN 89. Donc ça marque la limite entre les deux départements, avec une borne d'altitude aussi là dans le rond. Mais ça marque aussi la limite entre la commune de Fay et Bourlastic. Donc là, je me trouve sur l'ancienne voie ferrée Aigurande-Merline-Montluçon. Donc cette voie ferrée traversait la commune de Fay. Alors, elle a été créée en 1887, ouverte le 13 juin 1887. Donc il y avait une gare à Fay. Toujours pareil, je peux pas la filmer parce que c'est habité. Alors voilà une carte postale de la gare de Fay. Donc la gare, elle a dû fermer dans les années 1960. Peut-être 1967 ou 68 dans ces eaux-là. Et la ligne, elle a fermé le 1er mars 2008.
Alors là, je vais vous mettre quelques ponts de l'ancienne ligne SNCF de Montluçon. Donc là, je me trouve en aval du moulin des Allies, mais quand même tout près. Donc il y a la rivière Musette qui passe dessous, ou Méouzette, on peut dire les deux, puisque selon les plans qu'on regarde, c'est écrit d'une manière ou de l'autre. Alors ce pont est très très bien conservé, tout en pierre de taille. C'est super beau. Alors là, on est pile à la frontière entre la commune de Fay et la commune de La Roche, puisque c'est la rivière qui fait la limite là, entre les deux communes, à cet endroit-là. Alors là, un autre pont de cette ligne SNCF. Donc c'est un petit chemin qui passe dessous. Alors ça se situe à peu près entre le pont du Malcornet et le Labouret. Donc c'est un chemin cadastré qui passe. Donc ce pont est très bien conservé aussi. Bon, ça c'est que la largeur d'une voiture par contre, ou d'un petit tracteur. Alors là, je suis sur un autre pont de la SNCF, toujours de la ligne de Montluçon. Donc je suis en amont du pont du Roucher, où il y a la départementale qui passe. Alors c'est toujours les mêmes styles de pont, très bien conservé, tout en pierre de taille. Je sais pas comment ça fera le jour qu'ils s'écrouleront, ça bouchera les ruisseaux. Alors 15 mètres plus en amont que ce pont, on en aperçoit un autre là au centre, mais ça c'est un pont moderne sur un chemin actuel. Alors voilà ce pont moderne qu'on apercevait tout à l'heure, d'un peu plus près. Donc malgré tout, moi je l'ai connu en bois et tout pourri, mais il n'est pas sur une voie antique. Ça c'est un pont qui a dû être créé pour le remembrement et le chemin aussi, dans les années 1972. Alors là je me trouve dans un champ pas loin du Brasset, devant une espèce de stèle ou un monument. Alors ce monument a été érigé en souvenir d'un notaire qui s'appelait Grelet d'Aigurande, qui est mort à cet endroit-là, un jour qu'il était à la chasse avec son fils. Donc sur le monument, c'est marqué mort subitement. Alors après, les gens disent que c'était aussi un accident de chasse. Ça, c'est moins sûr. Alors, il date de 1894. Alors, sur un bulletin de la Société des lettres, sciences et arts de la Corrèze de 1912, j'ai retrouvé aussi qu'au Brasset, il y avait un demi-dolmen qui n'était pas mentionné par le docteur Longy. Alors, il n'y a pas beaucoup de précisions sur ce dolmen, à part qu'il était à une altitude de 768 mètres. Alors, c'est difficile de trouver l'emplacement exact. Personne n'en a entendu parler. Aujourd'hui, il doit être rayé de la carte, certainement, hein. Donc, je vous laisse un petit moment pour lire le texte. Alors là, je me trouve tout près de la frontière de la Creuse, juste après le village du Brasset, là. Et si je suis venu ici, c'est parce qu'en fait, en 1865, il avait été signalé un petit cromlech qui se trouvait sur les limites entre la Creuse et la Corrèze, vers le Brasset. Alors on n'a pas beaucoup de précision pour la localisation, c'est juste marqué qu'il était à 770 mètres d'altitude. C'est tout, on n'a rien d'autre. Alors en 1912, la Société de lettres et arts et sciences de la Corrèze avait essayé de le retrouver. Et apparemment, ils n'y sont pas arrivés. Ils n'ont pas pu le retrouver, il était peut-être déjà disparu. Alors moi j'ai essayé de chercher à peu près dans ces altitudes-là, j'ai rien trouvé.
Mais bon, il y a tellement de broussailles qu'on passerait à côté sans s'en rendre compte. Mais je pense qu'il n'existe plus, hein. Alors voici un extrait du bulletin de la Société de Lettres, Sciences et Arts de la Corrèze qui parle de Scromlech. Donc je vous laisse un petit moment pour lire le document. Alors, toujours au Brassé, il aurait été retrouvé un coffre funéraire gallo-romain, d'après Gillins et Simon Louradour. Mais bon, je ne sais pas où c'est, il faudrait creuser dans les archives. Alors là, je me trouve à l'entrée du Brassé, devant une croix sur un socle en granit, une croix en fer forgé, encore bien conservée. Donc cette croix était là pour marquer un carrefour de voies antiques. Alors, sur le cadastre napoléonien de 1818, cette croix n'est pas mentionnée, mais elle devait se trouver à peu près par ici, là. Alors là, au bord de la départementale qui va du bourg de Fay jusqu'à la gare de Fay, juste en face du carrefour des arrêts, il devait y avoir une autre croix, là, sur un socle en granit, toujours. On voit la tige. Parce que apparemment, à cet endroit-là, sur les cartes d'état-major, il y avait un très gros carrefour là de voies antiques. Donc il y avait 7 branches qui partaient de ce point. Et donc bien sûr au niveau de ces gros carrefours, ils plantaient souvent des croix. Sur certains endroits, c'était des croix en granit. Là, c'était des croix en fer. Voilà le gros carrefour où il y avait cette croix qui est cassée. C'est là où il y a la flèche de la souris. Alors sur le cadastre napoléonien de 1818, cette croix était mentionnée là, au gros carrefour. Alors ces deux croix métalliques se trouvaient sur une voie antique que Marius Vazeille a signalée dans un de ses livres. Donc elle partait de Mémont, sur la commune de La Roche-Préfet, jusqu'à la Bourdasse, sur la commune de Saint-Marc-la-Breuil, en Creuse. Alors elle pénétrait ici, sur la commune de Fay. Ensuite, elle passait au domaine. Des domaines, elle passait au Foucounet. Alors ici, c'est la croix métallique cassée. Ensuite, elle passait vers la gare de Fay qui se trouve par ici. Ensuite, là, on arrive à la deuxième croix métallique, celle qui est pas cassée. Ça continuait par le Brassé. Et ensuite, ça sortait de la commune de Fay ici. Alors, au Collonges, donc là, dans le village, il y a une croix sur un granit. Donc cette croix, elle est positionnée sur une voie antique aussi. Mais il n'y aurait pas de carrefour à cet endroit-là.
Alors ici, à un carrefour de TT, il y a une autre croix là, posée sur un rocher, qui est récente. Mais ça, c'est pas une croix de chemin, ni de mission, c'est juste le propriétaire qui l'a mise comme ça là. Alors ici, en plein milieu du village de TT, il y a une autre croix qui a été remise en 2013 par un habitant du village. Donc c'était certainement une croix de la mission, mais on ne sait pas. Peut-être plus vieille. Alors ici, au carrefour des chaises, il y a une autre croix là, qui a été refaite en 1996. Donc cette croix, je ne sais pas du tout pourquoi elle est là. Je ne sais pas si c'est la mission, si c'est les voies antiques, parce que là aussi il y a un carrefour de voies antiques. Alors on n'est pas loin non plus de la frontière entre Fay et La Roche à cet endroit. Donc là je ne sais pas du tout ce que c'est. Voilà sur les cartes d'état-major, la croix se trouve ici, à ce carrefour qui va aux chaises. Et alors on voit aussi la limite là, entre Fay et La Roche-Préfet, donc on est tout près de la limite. Alors Marius Vazey il signale qu'il y avait une voie antique qui passait vers les chaises, qui venait de l'Auvergne et qui allait jusqu'à Aigurande. Et Guy Lins disait que c'était peut-être une voie impériale. Alors c'est ce trait rouge qu'on voit ici. Alors elle pénètre sur la commune de Fay par ici vers les chaises, pas loin de la croix là, qui doit se trouver par là. Et ensuite, elle ressort de la commune de Fay à peu près par ici, vers Fontenille. Mais comme c'est la carte de Cassini, les précisions ne sont pas terribles. Donc je peux pas dire pile poil où c'est les frontières là. Alors juste en face du pont de Fay là, qui est dans mon dos, il y a une croix. Alors cette croix, ce n'est pas une croix de croisée de chemin, c'est une croix de souvenir de mission. Une mission qu'il y avait eu en décembre 1953. Alors il y en avait un peu partout dans les villages. Alors elles ont disparu petit à petit. Mais il doit en rester une d'origine à la Bessotte, où c'est gravé à l'intérieur de la croix, souvenir de mission 1953. Alors celle-ci est en relativement bon état, parce qu'elle avait été refaite là il y a quelques années. Voici une photo du jour où la croix a été remplacée au pont de Fay. C'était en 2004. Alors ça, c'est une photo du bourg qui a été prise vers 1880-90 par Jean Ratelade. Et là, on s'aperçoit que vers le monument aux morts actuel, il y avait une grande croix là. Alors dans un pré près du village de l'Arfouillère, Guy Lintz signale qu'il avait été retrouvé des tuiles romaines. Mais je ne sais pas où c'est. Alors voici une carte postale ancienne du village de la Mazerette sur la commune de Fay. Alors ici je suis dans un champ de la Mazerette. Alors il y a une borne en plein milieu du champ. C'est une borne IGN. Cette borne marque le point culminant de la commune de Fay qui se trouve à 794 mètres. Alors sur la commune de Fay, il y a un barrage qui avait été attaqué en 1922 et qui s'est jamais terminé. Alors j'en parlerai pas dans cette vidéo car j'en ai fait une rien que sur ce barrage. Donc il faut aller la voir sur mon compte YouTube, Pat19340. Vestige du barrage du Chavanon. Alors ici une carte postale du Rocher des Anglais, donc c'est marqué Bourg-Lastic, mais le Rocher des Anglais il est surfait. Donc il est à gauche là. Donc là c'est avant le chantier du barrage, parce qu'après le barrage l'a entamé complètement.
Alors du coup, si je montre ça, c'est parce qu'il y a une légende. Comme quoi, il y a une méchante Anglaise avec son valet qui sont restés dans une cavité ou une grotte qui était sous le château. Donc on peut supposer peut-être que c'est ce truc à gauche qu'on voit là. Et alors, elle se nourrissait exclusivement de chair humaine. Donc quand les bébés naissaient, elle envoyait son valet les chercher pour les manger. Jusqu'au jour où un homme qui venait juste d'être père n'a pas voulu refiler son bébé, il a refilé de la viande de veau au valet, le valet l'a ramené à l'anglaise. Bon, elle a bien vu que c'était pas de la viande humaine, mais elle a trouvé ça quand même pas mauvais, et du coup depuis, les bébés ne disparaissent plus dans la région. Par contre, après, ils se sont mis à barricader les étables pour pas que les veaux disparaissent. Alors voilà une autre photo du rocher des Anglais qui se trouvait exactement là où il y a la flèche de la souris. Donc on voit très bien qu'il a été entamé tout le tour avec le chantier du barrage. Alors là, je me trouve dans un bois qu'on appelle les saunières, mais en fait sur les plans cadastraux, c'est les chaumières ou alors les sauniers, un peu plus bas. Alors si je suis venu là, c'est parce qu'il y a une légende sur la fileuse des saunières. Alors la légende dit que si on traversait le bois à tomber de nuit, quand ça commençait à faire sombre, on pouvait croiser la fileuse des saunières qui avait des yeux de braise. Et si on se détournait pas de son regard ou de son passage, elle pouvait nous planter son fuseau dans le bras ou dans une autre partie du corps. Et alors si on trouvait une pelote de laine par terre, il fallait surtout pas la ramasser, car elle se changeait instantanément en crapaud ou autre animal encore plus vilain. Quelques villages disparus. Donc là je me trouve à Piche. Donc c'est un village qui n'était pas disparu du temps du docteur Longy. Il signalait une maison avec des habitants. Aujourd'hui il y a du maïs. Donc ça fait une légère bosse avec beaucoup de cailloux. Donc c'était ici, Piche. Sur le bord de la parcelle, quelques restes de pierres de taille, de voûtes. C'est tout ce qui reste de ce village. Alors le docteur Longy signale aussi un autre village disparu qui était entre le Bourg-de-Fay et Fache-Brunet, qui s'appelait le Malpasse. Donc là, moi, j'ai rien trouvé du tout là-dessus, sur aucune carte. Alors je suis venu dans ce champ juste à côté de la maison de Bellevue, parce que sur le cadastre napoléonien de 1818, j'ai trouvé que cette parcelle s'appelait le Malpal. Alors est-ce que c'est ici? J'en sais rien du tout. Est-ce que le nom s'est un peu transformé au fil du temps? J'en sais rien. En tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est que le long des hêtres qui sont en bas, là, il y avait un vieux chemin qui montait, un chemin creux, là. Par contre, Bellevue, je l'ai sur aucune carte, sauf sur le cadastre d'aujourd'hui. Donc voilà sur la matrice cadastrale de 1818, donc c'est ce qui se rapprocherait le plus du Malpasse. Donc j'ai deux parcelles, Malpal 249 et Malpal 251. Donc grosso modo, ces deux parcelles correspondaient au pré qui est actuellement tout le tour de la maison de Bellevue là. Donc là je me trouve sur une parcelle du Brasset qui est entre le Brasset et les Crouzets en Creuse. Donc là, le docteur Longy signalait un village disparu. Ce village s'appelait Froide-Maison. Donc j'ai vu avec des habitants du Brasset, apparemment c'était par ici, là, sur le côté. Donc là, on se trouve à droite de la route qui va au Barlot.
Donc apparemment, quand il laboure la parcelle, il retrouve quelques bouts de tuiles, des cailloux. Donc apparemment, et les vieux disaient que c'était ici. Donc ça doit être par là, hein. Alors là, je suis dans une parcelle proche du Brassé, le long de la piste de Bonnevial. Donc dans cette parcelle, soi-disant qu'il y avait un village disparu qui s'appelait Froidefond. Donc là, je tiens pas ça du livre du docteur Longy, il n'en parle pas. Mais c'est une personne qui a 80 ans aujourd'hui qui tenait ça de ses grands-parents. Et en plus, son père, en labourant, avait ressorti un bac en pierre. Donc je mets les coordonnées GPS de la parcelle, mais de toute façon, c'est au pif parce qu'il faudrait la labourer pour voir si ça ressort des cailloux quelque part, pour avoir l'emplacement exact. Alors sur cette photo qui a été prise en décembre 1976, donc on voit une maison là qui était une maison de notaire. Je ne sais pas si ça a toujours été là. En tout cas, elle est datée de 1788. Alors sur les pierres de taille de la façade, il y a quand même des décors. Et sur le pignon, une tête humaine surmontée d'une coupe. Donc ça c'était bien l'insigne des notaires apparemment. Alors maintenant, je vais vous mettre les quelques villages que je n'ai pas cités dans la vidéo. C'est des villages où il n'y a rien de particulier. Je vais juste vous mettre les noms. À part peut-être les Sagnes, qui a la particularité d'être coupé en deux entre Monestier-Merline et Fay. Donc c'est un village qui est dans le prolongement de Verrières. On peut même peut-être plutôt dire que c'est plus un lieu-dit qu'un village. Alors il y a un autre lieu-dit qui se trouve au bourg de Fay, tout à fait à l'extrémité du bourg, sur la route de la gare de Fay, quand on prend la direction de la gare. Ça s'appelle la Bouigette. C'est la dernière maison à gauche avant de sortir du bourg. Un peu plus loin que la mairie. donc voici une photo d'aujourd'hui que j'ai prise sur le site de l'IGN, sur Géoportail. Alors en arrivant en bas, le pont de Fay, ensuite l'église, la zone présumée où il y avait le petit château, le cimetière, chez le Caïpha, l'ancienne maison d'école, l'ancienne forge, la forge encore plus vieille qui se trouvait plutôt ici, le monument aux morts, la grange où il y a le départ du souterrain, l'ancien presbytère qui est privé aujourd'hui, l'ancienne maison des notaires, ensuite plus haut, l'école plus récente avec la mairie et la salle polyvalente, la Bouigette, le lieu dit la Bouigette. Alors ici c'est l'ancienne auberge Pitre, où il y avait le premier point téléphonique. Et ici aussi il y avait une auberge qui s'appelait Chez Mouty. Et ici le petit point qu'on voit, c'est la fontaine Saint-Clair. Voici le portrait du docteur François Longy, qui a beaucoup apporté sur le canton en renseignement du passé. Voilà, maintenant c'est la fin de la vidéo qui se termine sur cette petite cabane rescapée des Liégeoux qui vient du chantier du barrage du Chavanon, qui a été démonté et remonté là près de la mairie.